Sur Internet, écoutez Radioactif Martinique sur actifradio.net. En Martinique et partout sur Terre, restez connectés sur actifradio.net. Vibrez au rythme des plus grands événements. Sport, info, musique. Rejoignez-nous également sur notre page Facebook Radioactif Martinique. Vous voulez vous faire connaître et présenter vos idées, vos projets et tout autre sujet. Et si on en parlait, le rendez-vous du samedi de 9h à 10h30 sur Radioactif Martinique et Média Tropique FM Guyane. Et si on en parlait, prenez rendez-vous au 05 96 74 87 66 ou par mail radio.actifcommunication@gmail.com. Et si on en parlait, sur une idée de Jocelyne Amboise-Larcher. Soyez à l'écoute. Auditeur de Radioactif Martinique, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Et si on en parlait, vous savez, on a toujours des choses à vous dire, et vous êtes pile poil dans le monde de la communication. Eh ben, c'est un mot que nous écrivons avec des lettres majuscules, savoir et pouvoir communiquer. Merci en tout cas d'arriver sur les ondes de Radioactif Martinique. Comment faire? Les habitants du centre et du nord nous écoutent sur la 92.8 et les habitants du sud écoutent Radioactif Martinique sur la 102.3. Nous émettons depuis la ville du Marin et nous sommes au carrefour Diaka sur la route de vos plages. Notre numéro de téléphone, le 05 96 74 83 31. La Guyane aussi est là, la Guyane vous écoute, la Guyane nous écoute. Vous êtes sur Radio Média Tropique FM en Guyane, la 93.6, la 107.1 et la 107, la 93.6, la 107.8 et la 100.1 pour les habitants de Saint-Laurent du Marronnier. Pourtant, j'ai bien dormi, voilà. Mais c'est comme ça. En tout cas, nous avons des invités ce matin, précisément le maire du Marin, José Mirande. Il n'est pas seul, il a emmené des invités. Bonjour, monsieur le maire, et bienvenue. Bonjour, auditrices, auditeurs de Radioactif. Et puis, ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné des amis du comité citoyen du Sud. Très bien. Ça va bien, monsieur le maire? Ah, je suis là. Pas comme le temps, parce que c'est pas bon. On va regarder ma se passer. Ah, non, pas regarder ma se passer. Mais ça regarde, c'est ma se passer. Madame. C'est la formule, pendant qu'on avait le cas du son fait. Marius Cultier qui avait dit ça dans une chanson. Voilà, ma regarder ma se passer. Alors, il y a avec nous, monsieur, que je retrouve avec grand plaisir, ni longtemps, mon pâté jeune, Laurent Lanois, qui fait justement partie du comité citoyen Sud. Bonjour, monsieur Laurent. Ah, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde marin, tout le monde au nord. Bonjour, moun Saint-Laurent du Maroni. Parce que moi, on est deux, trois là. Radio belle bonjour, tiens, pas mon. Alors, c'est mon malade à côté de nous, et puis grand plaisir. Alors, c'est une jeune femme que je découvre. Elle est très alerte, et casse son mail en affaires, madame Tala. Elle s'appelle Martine Lheureux. Elle fait partie aussi du comité citoyen Sud. Et Laurent dit, moi, Jocelyne, ajoutez, madame là, elle est passionnée du climat. Bonjour, Martine. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là. Bellemongeau en Guyane aussi, un endroit que j'adore. C'est vrai. Oui. Vous connaissez la Guyane? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de particulier en Guyane? J'adore la nature. Oui. Et donc, la nature, elle est juste à portée de main, à portée d'oreille, à portée de sens en Guyane. Elle est partout et vraiment, voilà, tout ce qu'on peut voir, les animaux qu'on peut voir, les mammifères. Et voilà. Si c'est un autre monde, c'est chouette et c'est pas loin de chez nous. Donc, mais si vous rayonnez autant, c'est parce que je confirme, c'est parce que vous aimez la nature. C'est bien ça. Alors comment faire pour ne pas aimer la nature, franchement? Il faut s'en rapprocher, ça c'est sûr. On s'en est éloigné. Notre civilisation, c'est quoi? Dans le jardin, même un rasier, c'est de la nature. Donc, monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est sûr. C'est vraiment de belles baies que nous avons et j'espère arriver du combat parce que la frontière aujourd'hui c'est pour prendre encore. Si on fait pas, on n'intervient pas dans les toujours. Tout à fait du il faut conscience aussi.
qu'on emploie. La culture, c'est la nature, c'est l'environnement, et c'est surtout la protection de l'humain. Il faut qu'on puisse comprendre que le jour où nous-mêmes, nous travaillerons pour nous-mêmes, là, effectivement, on mettra l'humain en avant et le reste, l'économie et tout le reste, on pourra absolument greffer tout cela dessus, c'est-à-dire mettre tout cela au service, justement, de l'humain, de l'humanité. Très bien. Il faut qu'on fasse ça. Je voudrais rajouter un petit truc. Je t'en prie. Avant président comité citoyen fâché, il y a le bonjour, et puis, pour le marin, le sud et tout le reste, ses vœux pour que cette année soit une année vraiment fructueuse, qu'on puisse travailler, que nos élus, encore une fois, je répète, puissent vraiment travailler, non plus dans la gérance, mais vraiment dans la gestion concrète pour le pays, pour ce peuple. Très bien. Alors, je te suis, Force Major Langlois. Roger. Force Roger, Force Major tout, hein. Oui, pour le comité, son bureau en particulier, qui travaille beaucoup. Oui, monsieur le maire. Un combat, c'est un combat. On n'est pas obligé de le gagner tout de suite, mais avec le temps, les choses se mettent en place. Vous êtes d'accord? Absolument. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, tout est de longue haleine. Ouais. La réparation sera aussi de longue haleine, mais il faut que les consciences s'éveillent. Ouais. Il est temps. Oui, monsieur le maire. Un élu n'est rien si le peuple ne suit pas non plus. Tout à fait. Parce qu'un élu n'est pas seul. On co-construit ensemble. Absolument. Parce que je vois le désordre d'environnement, on met des poubelles partout. C'est pas faute des élus. C'est pas faute de faire de la prévention. Ça, on demande aux citoyens aussi de participer. L'élu doit prendre des coups, je suis d'accord. Parce qu'il doit assumer sa mission. Mais les citoyens doivent comprendre aussi, nous sommes dans un environnement que nous devons protéger. Et il y a une autosanction qu'on doit se faire pour pouvoir mettre en œuvre ce nombre de choses. Oui, et il y a une parole qu'on a un petit peu oubliée, qui a été dite il y a très longtemps, même si politiquement c'est pas des mouvements qui a l'encensement, mais on doit souvent, et même plus souvent aujourd'hui, se poser la question, mais qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à attendre, à être assisté, à se dire je paye des impôts, donc on me doit ça, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à faire? Parce qu'avant l'Antétimamaï, il y avait de l'entraide dans le quartier, il y avait de l'entraide entre les gens. On n'attendait pas, les cyclones étaient passés, nous t'es qu'à couper les branches là nous-mêmes, nous t'es qu'à tirer, nous t'es qu'à aller déblayer ça qu'il faut que t'es déblayé, bon, qu'à voisin nous. Aujourd'hui, nous pas fait ça, nous qu'à attendre. Donc, qu'est-ce que nous aussi on doit faire? L'élu, certes, il est là. C'est nous qui l'avons mis là. On a le droit, et je le dis très souvent, de lui porter la contradiction. Mais quand on lui a porté la contradiction, qu'est-ce que nous on fait avec lui? Et c'est ça notre démarche dans le comité citoyen. Alors Martine, la question qu'on se pose, c'est à quel moment les choses ont dérapé autant? On peut se poser la question. Parce qu'on vous dit que de temps en temps, il faut regarder dans le rétroviseur. À quel moment les choses nous ont échappé? Monsieur le maire, vous pouvez répondre aussi. À quel moment? Il y a tellement de réponses, en fait. Il y a tellement de moments clés qu'on pourrait prendre pour... Est-ce que c'est au moment où l'homme a décidé de se sédentariser et de faire de l'agriculture et de faire justement cette agriculture qui lui a permis, eh bien, d'avoir un autre fonctionnement? Donc de domestiquer la nature pour pouvoir se faire à manger. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est au moment où on a découvert les énergies fossiles? Les énergies fossiles, c'est le pétrole, le gaz et le charbon qui ont permis de démultiplier de manière phénoménale l'action d'un homme. Ce qu'il faisait en des dizaines, des centaines d'années, il peut le faire en des secondes, des journées, en fait très très rapidement. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est au moment de la mondialisation? Est-ce que c'est à tous ces moments-là? À tous les moments en fait où on a pris ce genre de décision en escalade. Et bien sûr, il y a eu des marqueurs. Il y a eu des marqueurs comme la Seconde Guerre mondiale. Ça a été après la Seconde Guerre mondiale, ça a été un énorme marqueur parce que ce qui a été imaginé pendant la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple toute la chimie qui a tué. Mais aussi toute la mécanique qui a été mise en place pour que il y ait des tanks, il y ait des avions, etc. Tout ça, une fois que la Seconde Guerre mondiale était finie, ça a dû connaître des débouchés économiques. Et pour trouver des débouchés économiques, on a cherché dans le marché local, dans le marché des personnes, de l'individu. Et en fait, beaucoup de choses se sont développées, se sont démultipliées à partir de là. On voit aussi les lobbies énormes qui ont été
à l'œuvre, notamment pour le développement de la voiture individuelle. Merci d'employer le mot lobby. Ah, ça. Mais je voudrais quand même revenir à une chose. Monsieur le maire a dit, il tient à la mer. Et la mer, l'océan est au centre. Et vraiment, que l'on soit au Morne Rouge, que l'on soit au bord de mer, l'océan est absolument au centre de nos vies. C'est grâce à lui qu'on a une stabilité climatique. L'océan, il permet de redistribuer la chaleur à travers le monde. C'est lui qui permet une stabilité ou une instabilité du climat. Si l'océan est en déséquilibre, toute la machine est déséquilibrée. Si l'océan est mort, il n'est plus en équilibre. Absolument. Un océan mort, c'est un océan dans lequel il n'y a plus de vie, dans lequel les poissons ne peuvent plus vivre, les coraux ne peuvent plus vivre, et on a vu l'état de nos coraux dernièrement. Oui. Et tout ça, eh bien, quand c'est attaqué, eh bien, ça dysfonctionne complètement. Et donc, toute cette relation, à la fois qu'on a économique, certes, mais à la fois de vie, parce que l'océan, c'est quand même le berceau de la vie, c'est un énorme cycle de vie qui permet de fonctionner. Les mangroves, les herbiers, les coraux, ce sont des berceaux de vie incroyables qui maintiennent, en fait, toute la machine derrière. Et puis, tout ça, en fait, ça s'équilibre, ça protège énormément les côtes. Bon. Si on ne le protège pas, si on ne le met pas au cœur, ça ne marchera pas. Alors, monsieur le maire, Martine emploie un mot lobby. Alors, la question que je me pose des fois, mais c'est valable pour tous les élus à diverses échelles, est-ce que les lobbies, justement, vous tiennent par le bout du nez? Même si vous prenez des décisions, des bonnes décisions. Vous, en tant que maire du Marin, vous aimez votre commune, vous travaillez pour la commune, mais au-delà, les affaires de lobby, expliquez-nous ce qui sort, lobby. Déjà, si les lobbies interviennent, c'est qu'on ne sommes pas à notre place. Hein. Vous pensez? Nous ne sommes pas à notre place. C'est pas ça notre place. Ils viennent de le dire. Hein. Les citoyens nous font confiance. Ils se reposent sur nous. Alors s'ils se reposent sur nous et puis on prend la position des autres, on n'est pas à notre place. C'est-à-dire que vraiment change de métier. Je fais pas de la politique. Je pense qu'on ne pourra pas revenir à l'état initial. Mais il y a une mise en garde qui dit il y a beaucoup de choses superflues qu'on aurait pu éviter. Et puis pourquoi aller si vite dans ce temps-là? On peut ralentir un peu. On peut attendre demain un peu. Pourquoi aller si vite? On va vite, on détruit. Et je constate qu'on vit pour nous. On vit pas pour ceux qui viendront demain matin. On a trouvé une nature généreuse, encore généreuse quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience. Nous ne sommes pas seuls. Il y a nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et c'est ce qui m'habite. Ce qui m'habite, c'est de dire, je ne veux pas laisser cette terre en pourriture parce que j'ai fait mon temps. Ça, c'est de l'égoïsme total de l'homme. Et je pense, on ne pourra pas revenir à l'état initial, mais nous pouvons intervenir quand même de manière énergique. D'accord. Pour être honnête avec nous-mêmes, il n'est pas trop tard? Non? Non, il n'est pas trop tard. Il sera trop tard quand il n'y aura plus rien. Quand il n'y aura plus rien. Nous partons pour ça quand même. Il y a encore une possibilité de revenir, pas à l'état initial, hein, ça c'est sûr, monsieur le maire a raison là-dessus, mais il y a encore cette possibilité de refaire du moins de faire une démarche qui nous permettra de pallier à certains dégâts qu'on a en ce moment, où c'est pas encore trop réversible. Au niveau des mangroves, par exemple, il y a des choses qu'on regarde la baie du Marin, si on fait ce qu'il faut, et ça a commencé, hein. Faut aller vite. Si on fait ce qu'il faut, oui, il faut effectivement aller un petit peu vite. Si on fait ce qu'il faut, on va protéger cette baie. Mais la nature est formidable, hein. La nature se régénère. Heureusement. Qu'elle est plus forte que l'homme. Oui, mais seulement, il y a des moments où il y a le non-retour. Ouais, si on arrive à ce stade-là, oui, bon, bien sûr, parce que quand les coraux disparaissent, c'est difficile. On arrive à faire des cultures pour pouvoir remettre en place. Mais vous imaginez là, le travail que ça prend. Si nous tenions budget Elon Musk, nous avons peut-être réussi, mais nous pas ni budget Elon Musk. Et je voulais souligner, je nomme ce monsieur, mais je voulais souligner que monsieur Trump, donc Martine va certainement en parler, a pris une décision, a pris des décisions particulièrement. Il en prend 3 fois par jour. Oui, mais c'est presque du sadisme de la part de ce monsieur concernant le climat, concernant l'humain tout court. On sait qu'il est sorti de l'Organisation mondiale de la santé.
On sait qu'il a remis en cause le traité de Paris. On sait qu'il remet en cause... Tout. Donc, on a un problème qui va se poser si ça continue dans ce sens-là. Il faut qu'on soit vigilant, et qu'à notre niveau, notre toute petite île, il ne faut pas qu'on se dise « Ah, non, nous pouvons faire aussi. » Commençons là, déjà, chez nous. Martine va en parler mieux que moi. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Martine. Alors, monsieur le maire, nous partons là, en Chouval, 3 patins, blablabla. On veut dire l'essentiel. En fait, comment? Ouais, j'allais recentrer, en fait, parce que on parle de quelque chose, mais on n'a pas nommé ce que c'est, et on n'a pas expliqué ce que c'est. Je pense que c'est essentiel à ce stade-là de donner une explication de ce qui est en train de se passer. À nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Martine. Alors, en fait, pour résumer, je vais vous prendre 5 minutes, d'accord? Et on va essayer de faire les choses simples. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'énergie fossile. Les énergies fossiles, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le charbon. C'est tout ce qu'on utilise, par exemple, pour le transport, mais aussi pour fabriquer du ciment, pour fabriquer toute notre industrie lourde, d'accord? Ce pétrole, ce gaz et ce charbon, on va le chercher sous terre ou sous mer. Pourquoi est-ce qu'il est sous terre ou sous mer? Comment est-ce qu'il est venu sur terre? Rien, dites-moi. Avant, c'était du vivant, comme vous et moi, fait de carbone comme vous et moi. Ça pouvait être des végétaux, comme des fougères par exemple. Ça a pu être des dinosaures. Ça a pu être n'importe du plancton sous mer. Et en fait, ils sont morts. Ne se sont pas décomposés à l'oxygène pour plein de raisons, ont été enfouis sous terre ou sous mer, et pendant des millions et des millions et des millions d'années, avec la pression et la chaleur, ça a formé ces poches parfaites de carbone que sont le pétrole, le gaz et le charbon. Et nous, eh bien, on les utilise, comme je vous les ai dit, pour nos industries lourdes, pour la mine, etc. Et on les enlève. Quand on les enlève, on les brûle. Quand on les brûle, tout le carbone qu'elles avaient bien amassé au fond, instantanément, se retrouve dans l'air. Collé à l'oxygène, ça fait le CO2. Le dioxyde de carbone, c'est un puissant, très puissant gaz à effet de serre. Et ça vient augmenter l'effet de serre actuellement. Alors en fait, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord ce qui nous a permis la vie. C'est quelque chose de parfaitement naturel d'abord. C'est quand même notre meilleur ami d'abord, l'effet de serre. Ça a permis l'émergence de la vie grâce à ces phénomènes, ces molécules qui ont pu retenir la chaleur qui nous a envoyée du soleil, qui ont pu la retenir et permettre que la planète soit pas toute gelée. Sinon, elle aurait été toute gelée. D'accord? Grâce à cet effet de serre, eh bien, ça, comme j'ai dit, ça a permis l'émergence de la vie. Mais lorsqu'on rajoute de plus en plus de gaz à effet de serre, eh bien, ça retient la chaleur. Pour vous donner une image, c'est comme si vous aviez une voiture qui est garée en plein soleil, vite fermée. Vous entrez dedans. Est-ce que vous ressentez, vous voyez ce que vous ressentez? Eh ben, c'est ça. C'est une sorte de chaleur, en fait, qui est restée à l'intérieur. Vous le voyez dans la voiture en tout petit. Ben, la Terre, c'est la même chose, mais en très, très grande dimension, où la plupart, en fait, des rayons du soleil, bien, restent de plus en plus piégés sur Terre. Et ce qui se passe, c'est que les températures s'affolent. Alors, quand on dit que les températures s'affolent, c'est sur une moyenne. Mais si je peux vous donner, par exemple, je vais vous dire de 1850 à 2000, donc en 150 ans, les températures en moyenne ont augmenté de 0,6 degrés. De 2000 à 2020, donc en 20 ans, ça a à nouveau augmenté de 0,6 degrés. Donc vous voyez, 150 ans et 20 ans, on a la même chose. L'an dernier, en 2024, on a terminé l'année la plus chaude et on a encore augmenté de 0,4 degrés de 2020 à 2024. Ce mois-ci, le mois de janvier, enfin le mois dernier là qui vient de passer, le mois de janvier, alors qu'on est dans un moment de l'histoire de la Terre où on dit qu'on est en La Niña, El Niño, La Niña emmène plutôt un refroidissement sur la Terre. Alors qu'on est en La Niña, janvier s'avère être un mois plus chaud que l'an dernier où nous étions en El Niño qui entraîne un énorme réchauffement de la Terre. Donc on voit en fait que les choses sont en train de s'affoler, d'augmenter, et derrière c'est pas seulement une augmentation de la température, c'est-à-dire qu'une fois que l'air est plus chaud, les océans sont plus chauds, il y a plus d'évaporation au niveau des océans. Quand il y a plus d'évaporation, ça veut dire que notre air il est plus chargé en eau, et comme il est plus chargé en eau, quand il va pleuvoir, il va avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus dru, beaucoup plus intense et souvent beaucoup plus localisé. Souvent, d'ailleurs, on le voit bien chez nous, il pleut beaucoup à un endroit, puis tout près là, il pleut pas.
Et ce, dans plein d'endroits de la Martinique. On l'a vu dans les dernières inondations, c'était assez frappant. Il y avait des endroits complètement inondés et d'autres où il n'y a même pas eu une goutte d'eau. Donc on voit bien, nous, cet effet de localisation, ou bien, quand l'eau arrive, elle arrive avec plus de force, avec plus de volume. Et du coup, ça monte plus vite. Comme souvent, par exemple, au Marin, c'est un bon exemple parce que partout sur les villes côtières, comme ça, l'eau de mer est montée également, puisque quand l'eau est plus chaude, elle gonfle, elle prend plus de place, et en plus les glaciers aussi s'épandent dedans, donc la font gonfler. Donc quand elle monte, vous voyez bien que l'eau qui descend, l'eau de pluie qui descend et qui essaye de s'échapper, elle peut moins s'échapper si l'eau est montée, l'eau de mer est montée. Donc on a deux gros phénomènes ensemble qui font que, ça retient l'eau. Et plus derrière on aura mis de l'artificialisation, plus on aura bétonné, plus on aura enlevé les mangroves, plus on aura artificialisé tout ça, plus les espaces de vie seront inondés et vont exploser parce qu'ils vont pas arriver à retenir l'eau. D'accord. Monsieur le maire, c'est un discours qui vous parle? Oui, bien sûr. J'ai entendu Martine l'écouter religieusement. Mais je pense, quel que soit ce qu'elle va dire, il y a la sonate d'Allah qui est lancée. Il nous faut des gens comme ça, qui nous mettent en garde. On se dit, mais il faut vivre quand même, il faut se dire cela. Mais il faut des gens comme ça qui nous rappellent à l'autre que nous ne sommes pas seuls sur cette terre, il y a la nature aussi. Et ça ne me dérange pas d'entendre ce discours-là. Des fois, on le trouve alarmiste, mais c'est une réalité. Elle n'est même pas encore entrée dans les risques majeurs qui induits par tout ça. Et ça, c'est la vie des hommes qui en pâtissent. Et ça, il faut en prendre compte. Je dis une chose essentielle. Elle parle de trompe d'eau. Mais si elle va arriver à des cyclones de force 5-6, on va être plus conscient qu'il y a un danger qui nous guette. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'essaie de faire de la ville du Marin une ville résiliente. C'est un combat pour dire aux populations, c'est pas que les autres seulement qui subissent, c'est pas que Mayotte, c'est pas que la Dominique. Nous aussi, on peut subir un 400 km/h. Il n'y a plus rien. Mais le plus rien qu'il y a derrière, c'est comment nous allons vivre après. C'est pas tant le cyclone. On va s'abriter, on va trouver des trous. Mais comment on vit après? Et c'est ça qu'on doit s'habituer à comprendre, à entendre. Ce monde a changé et de manière durable. Ouais. Je pense pas que ça va s'arrêter d'ici demain matin, puisque tous les grandes puissances ne font aucun effort pour que la petite île de Martinique, même si on fait plus d'efforts, tout ce qui se passe dans le monde et nous impacte aussi. Donc aujourd'hui, je dis qu'on soit conscient, de prendre conscience. Ce discours-là, c'est un discours très important qu'on doit entendre. Et chacun d'entre nous doit prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe sur la planète et on doit se préserver et on doit préserver les vies humaines en tant qu'élus. Alors, Laurent, est-ce que pour entendre, il faut déjà écouter? Absolument. Et j'ai bien écouté. Il y a entendre et écouter. Je l'ai bien écouté, je l'ai entendu et je prends la balle au bon. Donc, on va, un peu plus tard dans l'émission, on va certainement en parler. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire au niveau de la ville du Marin pour permettre la sensibilisation et, pour ce qui lui tient à cœur, la conscientisation. Il y a la ville du Marin, mais il y a la Martinique. Alors, est-ce que la Martinique elle-même, d'accord, vous êtes en face du Marin, mais comme il est à mes côtés, donc mais je veux dire, est-ce que la Martinique est bien consciente que nous ne sommes plus à l'abri de quoi que ce soit? C'est compliqué. C'est compliqué, comme il dit, mais je pense qu'il y a il y a quelques personnes, en tout cas, qui réagissent. Comment? Entre autres, Martine, qui fait un travail formidable, elle en parlera à propos de la fresque du climat, comment elle va de point en point, je ne vais pas dire de quartier en quartier, mais de point en point, amener cette sensibilisation. On a d'autres personnes, je peux citer Albéric, qui fait un travail formidable, il y a Pascal Safache qui fait un travail formidable, il y a du monde, sauf que on entend, mais on ne prend pas le temps, justement, après avoir bien entendu ce qui a été dit, de conscientiser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la manière dont on réagit, nous caïbolant, mais par exemple. C'est arrivé des fois que, tiens, en partant, je me dis, mais il y a beaucoup d'ordures sur la plage. Mais ça, l'individu qui a laissé sa petite bouteille en plastique se dit, bon, j'ai rien fait de mal. Quand on additionne, on sait qu'on pose un problème. C'est ça, c'est se dire que ma petite bouteille pose un problème, et quand je multiplie cette manière de réagir,
je vois que effectivement il y a quelque chose en tout cas à ne plus faire. Alors, monsieur le maire, pas plus tard qu'hier, j'avais comme invité monsieur Birota. Et avec lui, c'est vrai qu'en 1 heure de temps, nous n'avions pas la prétention de tout dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je lui ai fait la proposition de se retrouver 1 fois par mois pour prendre les choses au fur et à mesure. Et il est ravi de cette proposition, parce qu'effectivement, ça déborde, monsieur le maire. Vous êtes d'accord? Ça déborde. Mais je vais... Vous êtes au cœur de l'affaire, ça déborde. Je vais enfoncer le clou. Je vais dire aux politiques d'arrêter de faire de la politique et de s'occuper des Martiniquais. Parce qu'on fait plus de politique avec tout ça. Dans les déchets, dans tout, dans l'eau, c'est de la politique. Il faut arrêter la politique parce que il y a urgence de parler vrai aux populations et que la population prenne conscience. Alors, ça c'est, je le dis, ça qui fâché, parce que je constate que le SNED, quand elle a été créée, c'est un positionnement politique. Et qui a donné quoi? Une catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'est une catastrophe, la SNDVD. C'est des trous. On gère des choses, tout le temps il faut payer, il faut renflouer, etc. Et le résultat c'est quoi? Rien n'est fait, les déchetteries sont lamentablement occupées, etc. Non, il faut qu'on prenne conscience. Nous avons une responsabilité politique, on l'assume bien, et puis pas faire comme c'est plus l'argent. Je peux fâcher sur les, mais m'a dit il faut. Alors, pour rentrer dans ce que nous avons pu faire au Marin, il y a chaque trimestre un événement sur le climat au Marin. Ce que j'ai instauré depuis que je suis arrivé. Chaque trimestre, il y a un intervenant. Et chaque fois que je passe dans les quartiers, j'ai fait le tour des quartiers avec des interventions sur les risques majeurs. J'ai une structure risque majeur dans la ville du Marin. C'est un service risque majeur. Et ce service-là est alimenté par aussi la réserve communale, mais aussi nous sommes allés plus loin. Parce que nous estimons, après un risque majeur, la population sera fragilisée psychologiquement. Donc nous avons mis un psychologue à notre disposition pour nous accompagner. Mais accompagner un certain nombre de gens qui sont en capacité de pouvoir aider la population après. Nous sommes allés jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, et le recrutement aussi de la réserve communale, c'est tout le temps. Et vérifier que l'événement, ça va arriver. Le tremblement de terre, on peut rien faire contre. Il y en a eu un tremblement de terre hier soir encore. Oui, hier soir, à 2h du matin, il y a eu un tremblement de terre. Et le cyclone, on peut rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 choses. Comment protéger les habitations à minima, parce que à maximum, ce sera compliqué, mais aussi après, gérer la crise. Et ça, il faut le faire. Je vois par exemple la ville de Marin, quand je venais d'arriver, il y avait que 20 lits. Moi, je suis passé à 250 lits maintenant aujourd'hui pour pouvoir héberger. Et j'attire l'attention des gens. Les gens, on a une mer avec beaucoup de gens dessus. C'est bien beau quand il fait beau. Mais quand il y a un cyclone majeur, qu'est-ce que je fais avec cette population? Je suis pas en capacité d'accueillir sur le territoire. Donc tout ça doit entrer en ligne de compte des actions que nous devons mener. Donc c'est pas un simple sujet. Simplement, il faut qu'on soit conscient. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on appelle les budgets qui sont derrière parce qu'il y a une population à gérer. Alors, sur les déchets, je voudrais rajouter une chose. Moi, j'aime bien prendre les choses à la source, toujours, de savoir pourquoi il y a des déchets chez nous. D'accord? Il y a des déchets chez nous parce qu'on a 192 000 conteneurs qui rentrent chaque année. D'accord? 192 000 conteneurs, ça fait presque un demi-conteneur par personne. Un peu plus d'un demi-conteneur par personne. Donc, à un moment donné, ça déborde. Et c'est normal que ça déborde parce qu'il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup plus trop de flux d'entrée. Qu'est-ce qu'on fait avec ce flux d'entrée? Est-ce qu'on continue à le maintenir? Est-ce qu'on se félicite quand ce flux d'entrée ne cesse d'augmenter chaque année? Est-ce qu'on fait ça? Pour une population en plus qui est en train de diminuer. Donc là, en fait, je crois qu'à un moment donné, sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça va toujours effectivement retomber sur les politiques. Parce que, eh bien, quelque chose qui a de plus en plus, il faut bien le mettre en quelque part. Un déchet, il faut bien se rendre compte que ça ne disparaît jamais. Soit vous l'enfouissez sous terre, soit il va dans l'océan, sous forme de liquide et sous forme de particules, ou sous grosse forme, sous forme de macro-déchets aussi. Soit il est transformé, il est brûlé, et est juste transformé en gaz. C'est pas parce qu'il est transformé en gaz qu'il disparaît. Ce sont juste des gaz qui sont soit captés et essayés d'être enfouis en quelque part, soit mélangés au gaz de l'atmosphère. Et bien sûr que ça a un impact, bien sûr que c'est pas net quand toute la Terre le fait et quand on le fait à des niveaux extrêmes comme on le fait maintenant. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'effectivement, monsieur le maire souligne les cyclones et le risque cyclonique, le risque majeur qui augmente, etc. Et ça, franchement, Mayotte vient de connaître 2 cyclones.
Donc, Shido et Dikeledi. Merci. Il faut bien voir, c'est la théorie du boxeur. On a souvent l'impression que oui, on connaît ça parce qu'on est dans une île et que si on connaît un cyclone, eh bien, on va s'en remettre. Alors, déjà, la volonté de Dieu, on entend ça souvent. Voilà. Déjà, on va s'en remettre. Peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, on arrive à s'en remettre, mais jamais à l'égal de ce qui était avant. D'accord? C'est-à-dire que 6 mois après, si on a remis en place la plupart des choses pour fonctionner, la plupart du temps, ce ne sera pas à niveau équivalent, à moins qu'on ait énormément de pétrole et énormément d'argent, à niveau équivalent à ce qu'il y avait 6 mois avant. Donc ça, c'est important et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que il faut qu'on comprenne que les événements comme ça, on peut les avoir coup sur coup, comme ils l'ont fait. Et à ce moment-là, le deuxième événement se nourrit du premier. Par exemple, Dikeledi, qui était annoncé alors comme très très fort, qui finalement a été un petit peu moins fort que prévu, mais qui a emmené énormément de pluie. Et cette pluie n'a pas pu s'évacuer à cause des macro-déchets qui ont été générés par Chido et qui ont bouché les rivières, les embouchures, etc. Eh bien, ça a noyé des villages. D'accord? Et pareil, pendant les grandes vacances, quand il y avait les 2 cyclones qui sont tombés en Floride, Hélène et... je perds le nom de l'autre. Et en fait, eh bien, les macro-déchets, pareil, du premier, se sont transformés en projectiles pour le deuxième. À chaque fois, en fait, eh bien, on a des choses qui viennent s'aggraver. Et alors ça, c'est si ça se fait tout de suite. Et si ça se fait 2 ans plus tard, imaginez, vous preniez un premier dégât, d'accord? Vous avez réussi à réparer. Peut-être parce que là, vous avez peut-être fait jouer votre assurance. Peut-être qu'elle vous a donné une partie, si vous avez la chance d'être assuré encore et d'être assurable. Ok? Donc, peut-être vous avez fait une partie. Donc, vous avez peut-être des économies. Vous arrivez à reconstruire. Le deuxième, est-ce que l'assurance va jouer pareil? Est-ce qu'elle se sera pas retirée? Parce que en Floride, c'est ce qui se pense. Ils se retirent déjà. Mais chez nous, il y a déjà plein d'assurances qui ne fonctionnent plus. D'accord? Et qui fonctionnent plus, qui fonctionnent pas à certains endroits, ou pour certaines activités, ou pour certains types de publics. Donc en fait, comment à ce moment-là, on fait pour reconstruire? Qui c'est qui donne l'argent? Est-ce que le public va tout le temps mettre un pot commun? Alors c'est intéressant parce qu'en France, il y a des endroits où ils ont mis des pots communs, le public, et ils ont dit, celui-là, maintenant, c'est la dernière fois. Ça veut dire que si vous reconstruisez là, si vous reprenez une inondation, c'est tant pis pour vous. Votre commerce, votre maison, ce sera à vos frais. Donc c'est là où il faut bien se rendre compte, c'est que au bout d'un moment, personne n'a plus en fait d'argent pour reconstruire. Et pour reconstruire un système, on le voit bien avec Porto Rico. Porto Rico qui a pris Irma et qui a mis 192 jours à se reconstruire et à remettre en place son système électrique. Il l'a remis, mais pas à l'équivalent. Et ce système, à chaque fois qu'il est en surchauffe, il rentre en blackout. Or, c'est très facile de mettre un système électrique en surchauffe chez nous. Regardez les températures qu'on atteint dans les périodes chaudes. Encore plus dans les grandes Antilles. Ce sont des températures affolantes. Donc, tout le monde utilise en même temps clim, ventilateur, etc. Essaye. Le système électrique, il tombe. Et en pleine chaleur de l'an dernier, Porto Rico, ils se sont retrouvés avec un système électrique out, un blackout. Comment vous faites quand il fait très très chaud? Mais les personnes sont en vulnérabilité très forte. Et c'est là, en fait, où on doit penser à s'adapter, on doit penser à mettre un système en résilience. On doit penser aussi à ce que ce système en résilience, il fonctionne même quand le reste ne fonctionne plus. Or, souvent, on se dit, là, moi, si j'ai un problème, j'ai mis ça. Mais on se dit pas, si j'ai un problème et que l'autre a un problème et que la route est coupée et qu'en même temps, on n'a pas d'électricité. Si on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Et comment on fait? Là, on revient sur des unités beaucoup plus simples, beaucoup plus par quartier, beaucoup plus par solidarité. Et cette solidarité, il faut l'avoir anticipée, il faut l'avoir organisée et il faut se rendre compte, en fait, au fur et à mesure qu'elle doit faire non seulement face aux risques majeurs, mais elle doit faire face aux risques quotidiens. Parce que quand on parle de volume d'eau très important et de chaleur qui augmente de plus en plus, c'est à la fois toutes nos infrastructures qui sont fragilisées, toutes nos maisons qui sont fragilisées, mais aussi nos corps. Absolument. Le corps humain est beaucoup plus vulnérable. Et donc déjà, il y a des personnes qui sont en montée de vulnérabilité à cause de ça. Et nous, en fait, le travail des associations, mais aussi des politiques, des personnes proches, en fait, des personnes, justement. Donc je parle de la politique de proximité.
qu'elle soit faite par des associations, peu importe par qui. Même des collectifs qui se montent complètement comme ça. C'est vraiment de repérer les personnes plus vulnérables et de les aider parce que, d'ores et déjà, on a de plus en plus de personnes en situation de souffrance du fait de ça. Et après les catastrophes, en règle générale, ce sont les maires. C'est vous qui allez en prendre pour votre tronche, monsieur. Alors, j'entends Martine, il y a deux sujets. Ouais. L'argent va se raréfier parce que avec ce problème d'eau, le problème essentiel pour moi à la ville du Marin, comment je gère l'eau maintenant. Dans les quartiers, tous les ponts s'en revoient parce que les gens ne peuvent plus sortir. Je prends du pont de Mastor, qui est en débordement, le pont de Montnerouge, le pont de Grandfond. Il faut refaire tout ça. Ça veut dire que je ne peux pas faire ça avec des budgets annuels. Ça veut dire que il faut que la population comprenne, ça va prendre un temps de mise à niveau. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, les animaux de la nature qui assurent la chaîne. Qu'est-ce qui les protège? Ça, je dis, ça me fait peur. Parce que quand on prend 3-4 phénomènes de suite, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien. Et comment on fait régénérer la chaîne humaine, la nature qui fait la vie? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et donc, les gens doivent prendre conscience de ce phénomène qui est majeur parce que nous ne sommes pas seuls sous terre. Oui. Il n'y a pas que des hommes qui roulent en voiture. Il y a des animaux, il y a un peu de tout. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, aujourd'hui, je pense que le sujet est mûr pour qu'on le répète, qu'on le redise. Et c'est pas, faut pas faire l'économie de le dire pratiquement tout le temps. Il faut que nous devenons de ce territoire-là résilients et chacun essaye de faire un petit geste. Chacun essaie de faire. C'est la vie qui gagne, c'est la nature qui gagne. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que c'est notre combat en fait. On l'entend pas en fait. Quand vous dites est-ce qu'on est dans le déni ou est-ce qu'on a pris conscience en Martinique, en fait le problème c'est que on ne l'entend pas. Les personnes qui devraient en parler tout le temps n'en parlent pas. La plupart des politiques n'en parlent quasiment jamais. Dans les discours que vous avez entendus, dans les vœux, il n'y a jamais eu, même pas un petit mot, même pas eu 30 secondes sur le sujet. Au bout d'un moment, c'est comme s'il est inexistant. Alors, merci déjà de mettre ce sujet-là aujourd'hui dans votre média. Et il faut le mettre de plus en plus, il faut le mettre tout le temps parce que sinon, on s'enferme dans quelque chose où ça... Et vous avez raison, la nature est vraiment au centre parce qu'elle remet les cycles. Elle remet le cycle de l'eau. Si on a une forêt qui fonctionne bien, si on a une mangrove qui fonctionne bien, si on a un océan qui fonctionne bien, le cycle d'eau va fonctionner. Si on a gardé des endroits intacts, on va arriver à refaire fonctionner le cycle de l'eau. Les mares au Marin sont hyper importantes dans le sud. Toutes les mares doivent être absolument remises en place et réparées parce que c'est des endroits de résilience énormes. Et particulièrement pour nos animaux. Exact. Pour nos animaux, mais pour nous aussi. Pour l'homme aussi. En fait, comme dit Monsieur le maire, je crois qu'il faut qu'on se rende compte que on est dans le vivant. On est dans cette toile du vivant, ce vivant qui est complètement en train de s'effondrer. On parle de la 6e extinction de masse. La 5e, c'était les dinosaures. Donc la 6e extinction de masse, c'est-à-dire que très rapide, on est dans un cycle où les espèces sont en train, les unes après les autres, de s'éteindre très rapidement, où le nombre d'individus à l'intérieur des espèces s'abat, mais de manière très rapide. Et lorsqu'on regarde, parce qu'il est intéressant, on dit toujours 70% de la biodiversité mammifère s'est éteinte. Mais en fait, ce qu'on ne regarde pas, c'est carte par carte, territoire par territoire. Dans nos territoires, c'est 93%. D'accord ? C'est pas 70%. Et ça, vraiment, enfin, quand je dis nos territoires, alors, la Caraïbe n'a pas été étudiée seule, elle a été étudiée avec l'Amérique du Sud. D'accord? Donc, quand on prend Amérique du Sud et Caraïbes, on arrive à ça. C'est énorme, alors qu'on a l'impression qu'il y a encore plein de vie sur ce territoire. Mais non. En fait, on a déjà perdu beaucoup. Et ça, c'est vraiment ce qui fait qu'on fonctionnait les cycles. On ne peut pas faire fonctionner les cycles avec de l'intelligence artificielle. Il faut le vivant pour faire fonctionner le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'oxygène, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, tous les cycles dont on a besoin pour se nourrir. Donc intuitivement, nos agriculteurs, par exemple, ceux qui plantent, je crois que c'est vraiment... La prochaine fois que vous recevez quelqu'un qui plante, posez-lui la question. Parce que instinctivement, il aura déjà vu tout ça, ou bien ceux qui plantent ou ceux qui vivent de la mer, ceux qui pêchent,
ceux qui font la pêche, ceux qui font des métiers qui sont très très proches de la nature et dans lesquels ils doivent absolument composer, faire partie intégrante de la nature pour s'en sortir. Eh bien là, posez-leur la question, ils ont déjà vu les effets. Ils ont déjà vu que, eh bien, les avocats, quand il pleut, c'est la catastrophe. Voilà. Ils ont déjà vu que les ramboutans, ils commencent à porter une année sur 2 ou une année sur 3. Les ramboutans, ça faisait l'argent d'une famille. Ça porte très peu en ramboutan, ça porte 1 mois, même pas. Il faut tout vendre. Ça se vend assez cher puisque c'est rare, mais ça fait l'argent d'une famille. Donc ça peut être une famille en vulnérabilité qui attend ça, justement, ce montant-là, et qui, ça, lui permet de vivre quelques mois quand ça porte plus. On a une famille en vulnérabilité. Oui, je veux signaler, et j'invite les Martiniquais à faire un petit pas tout près de chez nous, à Sainte-Lucie. Quand il y a eu le cyclone Thomas à Sainte-Lucie, je pense que toi, tu dois en savoir quelque chose. Ils ont mis un temps fou, hein. Alors que Thomas nous a pas fait grand-chose ici, ils ont mis un temps fou à se remettre. À se relever. Et Sainte-Lucie a fait quelque chose de formidable, c'est que Sainte-Lucie a décidé de combattre de manière très forte toutes les espèces invasives. Ils ont mis en place un programme qui doit dater d'environ 10 ou 15 ans, enfin, peut-être que tu confirmes. Et ils se sont mis à mettre en place aussi, au niveau des barrières douanières, de l'entrée des végétaux et autres, quelque chose de strict. C'est-à-dire que Sainte-Lucie, si vous arrivez puis un grain de maïs, mon cher ami, c'est soit qu'on va entrer et puis la caillou, ou bien il y aura confisqué au lit. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire de cette protection quelque chose de majeur. Parce que Thomas, rappelez-vous, nous, il n'a pas fait noir, mais Thomas, ils ont mis du temps à se remettre. Je veux dire quelque chose à propos des espèces qui disparaissent. Il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement qui dit que chaque jour, il y a 100 espèces qui disparaissent. 100. Chaque jour. Ils ont chiffré que ça fait à peu près 40 000 qui disparaissent par année. Imaginez. C'est-à-dire que toute cette biodiversité dont on parle, si cette extinction nous arrive à grands pas comme on le pense, on n'est pas à quelques années, hein, on est peut-être à minimum quelques vingtaines, trentaines, quarantaines d'années pour que demain nous soyons en difficulté nous-mêmes. Parce que les espèces qui disparaissent, c'est aussi l'humain qui a un problème en finalité. Ouais. Il y a quand même une forme de fatalité. Pourquoi? Parce que on assiste le monde se détruire à notre niveau. Nous sommes 1700 km², voire 47 000 en comptant la ZEE, mais on observe que le monde s'auto-détruire, et c'est une forme de fatalité, parce que notre cri en Martinique, oui, on a un petit cri, inaudible ou audible s'il le faut, mais cette fatalité nous fait peur, parce que c'est vrai que ce qu'on dit ce matin, on a envie de bouger sur nous, d'une prise de conscience. Et on espère que cette prise de conscience va faire des tentacules partout dans le monde, même si on lance petitement chez nous, et puis ça va partir, ça va traverser les frontières, etc. C'est ça notre vœu le plus cher. Parce qu'en réalité, moi je dis, quand j'entends les discours de ces grands du monde, on se dit, mais mon Dieu, est-ce qu'ils pensent qu'il y a sur Terre d'autres choses qu'eux-mêmes? Ouais. Alors, tu as parlé d'espèces invasives, là aussi il y a une culture à faire. Est-ce que nous, Martiniquais, nous savons pourquoi on parle d'espèces invasives ou pas? Parce que un jour, nous avons coupé un des pieds bois qui est invasif, eh bien, on a reçu le tollé des habitants, parce que dit, c'est plus boîte qui a dit la prostate, c'est plus boîte qui a fait ceci, cela. Et là, il y a une culture aussi à faire. Il y a des animaux qu'il faut détruire, hein, parce que ça empêche à la vie de prospérer en Martinique, mais il y a une éducation à faire sur ça. Et je pense pas avoir entendu souvent, c'est quoi, espèces invasives, pourquoi, lesquelles, voilà. Il y a un outil qui est très intéressant qui me vient à l'esprit, là, c'est redonner les droits à la nature. Et c'est les ENJ, c'est faire des entités naturelles juridiques. Ouais. Alors il y a une entité naturelle juridique qui a essayé de se créer avec les salines, et c'est un instrument très puissant qui dit maintenant la nature a une voix.
une voix que l'on peut porter en justice. Hein. C'est pas un mouvement qui est né chez nous, hein. C'est un mouvement qui est né en Amérique du Sud, où en fait le protéger la Pachamama, la terre où elle doit avoir sa voix. Et c'est un mouvement qui a déjà porté et qui a déjà en fait fait en sorte que on gagne des combats devant les fameux lobbies dont on parlait tout à l'heure, pour en fait arriver à une résilience des habitants. Mais il faut le porter il faut vraiment avoir l'appui de beaucoup de monde pour que ça fonctionne. Mais dites-moi Martine, mais la nature elle-même, elle reprend ses droits aussi, hein. L'humain l'oublie très souvent. C'est vrai que, à propos des constructions qu'a construit tout partout, mais quand elle se réveille, elle fait très mal la nature, hein. La nature nous parle, mais nous ne l'entendons pas. C'est pas problème. Nous qu'à fonctionner. Exactement. Ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, les dérèglements dont on a parlé, ce sont des dérèglements pour nous. Mais en fait, c'est quoi? C'est des réponses du système Terre, de l'ensemble du système Terre, à différentes contraintes. C'est juste de la physique et de la chimie. C'est des ensembles de gaz, des ensembles de vivants des masses qui fonctionnent. Et lorsque, les niveaux s'affaissent, elle envoie une autre réponse pour essayer de rééquilibrer à sa manière. Ou elle fait une autre réaction pour essayer de réagir. Un cyclone, par exemple. Un cyclone, ça retire la chaleur de l'océan. De la chaleur qui ne devrait pas rester à l'océan. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas de phénomène naturel mauvais, entre guillemets, ce sont tous des équilibres. Mais, quand elle se réveille, comme nous on le dit, et comme nous on est en train de l'entendre et d'en parler, c'est qu'elle met à l'œuvre de nouveaux équilibres qui sont pour nous des déséquilibres. D'ailleurs, on entend souvent le mot maintenant, on est entré dans une dérive climatique, dans quelque chose qui n'est plus prévisible, dans quelque chose où le vivant n'arrive pas à prévoir. Quand je dis qu'il n'est plus prévisible, c'est-à-dire que demain, peut-être qu'il fera très beau, peut-être qu'il y aura une tonne de pluie. Quand je dis demain, la semaine prochaine, quoi. Vous voyez, c'est des choses qu'on arrive de moins en moins à savoir avec certitude le volume d'eau qui va tomber et où exactement il va tomber. Moi, je sais pas, c'est trop petit. Et d'ailleurs, on accuse souvent les phénomènes météo en disant, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu prévoir ça? Mais en fait, on est sur des têtes d'épingle. On peut savoir à hauteur d'un grand territoire. Mais lorsqu'on parle de petites régions non, on n'arrive pas à savoir. On sait qu'il y a tel volume d'eau qui va tomber. Maintenant, est-ce qu'il va tomber là ou juste là? Ça, en fait, après, c'est là où la chaîne de décision est politique, et administrative, et citoyenne, et entreprise doit être au carré sur la sensibilisation et savoir en fait que quand le risque existe, est-ce qu'on prend ensemble, collectivement, on met à l'abri la personne humaine, même si on la met à l'abri à tort, ou alors on laisse rouler les activités, même si on met en danger la personne humaine. Et ce qui se passe là actuellement, ce qu'on voit sur les grosses catastrophes, on entend souvent après coup dire « Ah, les autorités savaient, mais elles n'ont pas stoppé à temps. » Et donc, ça a mis en danger la vie humaine parce que c'est arrivé avec une telle force, avec une telle rapidité qu'elle ne s'y attendait pas. Et du coup, ça a affaissé la vie. Et je vous rejoins, monsieur le maire, quand vous dites le vivant aussi. On parle souvent des pertes humaines, on parle jamais quasiment du vivant. Des pertes des animaux d'élevage, des animaux domestiques, mais des animaux libres aussi, et des arbres, enfin tout ce qu'on fait, et puis de cette nature qui met beaucoup de temps à se régénérer après avoir subi des agressions, parce que ces agressions, c'est non seulement quand c'est de l'inondation par exemple, c'est de l'eau qui se déverse, mais c'est peut-être de l'eau polluée. C'est peut-être de l'eau chargée en pesticides, de l'eau chargée en métaux lourds, qui s'envoie dans des endroits où il y en avait peut-être pas. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour les végétaux après de reprendre, d'être résilients ou de gagner. Et si c'est l'eau de mer qui rentre dans les terres, ça salinise. Une fois qu'il y a du sel, c'est fichu, on peut plus rien faire en fait. Il y a pas d'agriculture possible et de vie possible sur des terres qui sont salinisées. Donc voilà, en fait, c'est tous ces phénomènes dont il faut se dire qu'ils sont en train de s'aggraver. Et ils sont en train de s'aggraver des fois très brusquement, mais des fois petit à petit. Et c'est ce petit à petit qu'on n'a pas du tout intégré dans nos fonctionnements. Parce que ça peut être petit à petit, et puis boum, ça lâche. Regardez les dernières inondations qu'il y a eu, et où l'eau est montée sur l'autoroute et sur la rocade à Fort-de-France. L'eau est montée à un tel niveau
qu'en fait, ça aurait pu emmener des voitures. Mais ça l'a pas fait. Parce que c'était encore un niveau tangent. Où, il y a des voitures. Par exemple, vous êtes enclenché. Imaginez-vous, vous êtes en voiture. Vous êtes sur l'autoroute. Vous passez au niveau de Zac des Roches. L'eau est montée. Ça doit être qu'à faire. Doit être qu'à freiner là. Derrière, en fait, il y a tout un tas de voitures qui sont en train de s'empiler. Parce que tout le monde, absolument tout le monde veut rentrer chez eux. Et qu'il n'y a aucun ordre qui a été donné de rentrer, pas rentrer, de rester là où vous êtes. Et qu'on ne sait pas trop, en fait. Est-ce qu'il vaut mieux rester là où vous êtes? Nous, les humains, ils n'ont qu'une envie. C'est rejoindre le lieu où ils se sentent en sécurité. Donc, leur maison. D'accord? Donc, ils vont tout faire pour rentrer dans leur maison. Imaginez que vous avez une petite voiture. Vous êtes devant là, le truc d'eau qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le risque de passer ou pas? Si vous prenez le risque de passer, à quel moment est-ce qu'on prend le risque d'être emporté? Parce qu'on le voit, en fait. C'est pas, ça arrive pas qu'aux autres. Et on voit que ça arrive partout sur la planète. Des gens qui roulent. Et puis, l'eau les emmène, le pont s'effondre, l'eau de mer rentre avec une vague plus profonde et emmène la voiture. Un éboulement soudain arrive et on en a vu des éboulements ces derniers temps. Absolument. On a eu de la chance, une sacrée chance que ça n'arrive. Mais voilà, c'est tout ça couplé à moins d'argent. Moins d'argent, ça veut dire moins d'entretien pour les routes, moins d'entretien sur les falaises qui protègent, moins d'entretien sur tout ça. Donc en fait, derrière, c'est toute notre activité au quotidien qui se dégrade, toute notre activité économique qui est en train de se dégrader et qui est en train de juste d'être il faut juste la penser différemment. Si on veut pas se dire à chaque fois, elle se dégrade, et de toute façon on peut rien faire, peut-être qu'aussi qu'on peut commencer à penser différemment et penser comme vous l'avez souligné, en résilience. Et en résilience, d'abord par petite unité, contrairement à ce qu'on faisait avant où on se disait, toute la Martinique c'est notre terrain de jeu et puis tout le monde c'est notre terrain de jeu. En fait, d'abord notre terrain de jeu ça doit être notre quartier. Et une fois qu'on est sûr qu'on a mis en sécurité quartier par quartier par quartier par quartier par quartier, là on peut tailler, on peut faire des faisceaux de résilience entre quartiers. Et ensuite, ces faisceaux seront entre communes, etc. Mais on peut pas les imaginer d'abord du nord vers le sud, etc. Parce que les événements qui arrivent fragilisent déjà près de chez toi. Alors, je voulais dire, penser différemment, c'est important. J'ai vu l'impact de l'évolution du climat en moins de 5 ans. J'avais un service de nettoyage de la ville qui passait une fois par mois. C'est 3 fois par mois. Et 3 fois par mois, mais que je devrais faire, mais que je ne peux pas faire comme je veux. Parce que c'est le même budget pour faire la même chose, pour faire 3 fois plus. Et c'est là, je demande, nous ne sommes pas tolérants. Parce que je prends plein la vue, parce que on n'est pas passé nettoyer tel ou tel quartier. Le dérèglement climatique, tout le monde doit prendre conscience. Et il faut agir. Je ne peux pas laisser la situation comme ça. Ça va coûter plus cher. Donc, on va faire une bascule de budget. On va réduire un budget social d'animation, un budget, etc. pour ramener au nettoyage de la ville. Donc, ça veut dire l'impact, il est là. Et c'est vrai, je peux vous dire, tout le temps, on m'appelle le quartier un tel. Là, au début d'année, j'ai repris 9 personnes. C'est lourd. Mais ce budget-là, puisque le budget de la ville est annuel, il faut l'amputer ailleurs. Et en même temps, il faut garder cet équilibre sur le territoire, le social, l'humain, et les investissements, etc. Donc, c'est pas évident. Je pense que c'est là que je demande une prise de conscience collective. C'est vrai, je dois trouver les solutions, je dois réfléchir, mais je dois avoir une compréhension de ma population par rapport à une situation que nous devons essayer d'appréhender ensemble. C'est très important pour moi. Et pourquoi, parce que très souvent j'ai eu l'occasion de le dire, et pourquoi chacun ne met pas dans sa tête que ce n'est pas l'affaire du maire seulement? Pourquoi? Mais c'est la question que je me pose. Alors, faut descendre, mec qui vient nettoyer devant la porte Caillouba. Laurent l'a dit au début. Mais attends, non, mais là, voilà quoi. Est-ce que vous vous rappelez? On peut planter pied-bras, ou est-ce que vous savez qui pied-bras on peut planter? Puisque pied-bras, il prend en volume, il prend en hauteur, etc. Donc, ce sont des petits gestes avant nous planter en pied-bras, mandant spécialiste qui manière, il a évolué pied-bras. Regardez le cas au sens d'Arlé. En pied-bras qui était qu'à lever
mur marché. Les maires prennent la décision de couper pied bras, moun gavri la boue. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Je vous en prie, parlez. Parlez. Ouais. Monsieur le maire dit, pardon, monsieur le maire dit, construit les ponts. Mais l'aide de l'eau à monter, l'aide de l'eau à descendre, de l'eau par contre, ça fait pont. Mon Dieu. Il y a peut-être plusieurs choses oui. à aussi tenir compte, enfin, des paramètres. Oui, bien sûr. Il y a la pression démographique. Oui, absolument. On est quand même bientôt 8 milliards sur Terre. Oui. C'est pas négligeable, hein. C'est pas quand il y avait 200 000 personnes il y a des milliers d'années. Oui, tout à fait. Donc la pression est différente. On est bétonné de partout. Pour une ville comme New York, souvent anti-pied-bois, ou comme Wayne, qui n'a eu Central Park, etc. C'est-à-dire que il y a cette pression qui est forte. Et Martine va certainement en donner deux mots là-dessus. Mm-hmm. Et cette pression, on a tendance à ne pas très bien l'analyser. Ouais. Qui est-ce qui doit l'analyser? C'est nous-mêmes. C'est nous, mais ce sont les décideurs. Aussi. C'est eux qui doivent faire les plans qui conviennent. Et puis nous, on fait quoi? On a les bras croisés. On n'a pas les bras croisés. Non, c'est pas. On dit pas qu'on a les bras croisés. Mais il faut le faire ensemble. Mais oui. En fait, nous, on appelle ça le triangle de l'inaction. Mm-hmm. Et ça, c'est chouette. Je vais vous dire ce que c'est le triangle de l'inaction. Vous avez le triangle, 3 points. Mm-hmm. D'accord? D'un côté, on a l'État, les collectivités. De l'autre, on a les entreprises. Et de l'autre, on a les citoyens. Mm-hmm. Alors, mettons-nous à la place des citoyens. Les citoyens, ils vont se dire, ce que monsieur le maire a dit, mais c'est pas possible ça. Il y a plein de déchets qui traînent et tout, qui n'ont pas été ramassés. Et puis l'herbe n'est pas coupée, je me fais mouiller. Et puis il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Non, mais ça, c'est la faute de l'État. Et puis de toute façon, moi, si j'achète autant de choses, c'est juste parce qu'on me les vend. Donc c'est la faute des entreprises. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont dire? Non, mais moi, si je vends des choses, c'est juste parce que il y a des gens qui achètent. Donc c'est pas ma faute à moi. Moi, je vends parce que il y a un marché. Donc les gens, quand je mets dans les étals, ils achètent. Je vois pas pourquoi je ne vendrais pas. Et puis de toute façon, les politiques, ils ont qu'à agir sur les consommateurs et leur dire qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça. Comme ça, ils vont se débrouiller. Donc moi, je peux rien faire. L'État, qu'est-ce qu'il dit? Moi, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, le citoyen n'est pas content. L'entreprise, elle n'est pas contente. Donc, je pense que vous avez bien retrouvé tout le monde dans ce que j'ai dit. Donc, c'est soit on continue et on se regarde à dire « c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi », soit on se dit « enfin, de toute façon, là, si on veut que ça marche, chacun a sa responsabilité et chacun doit faire sa part. » Il est clair qu'il y a des parts plus énormes que d'autres. Et ça, on ne peut pas non plus le négliger. D'accord? Ça, c'est une réalité. Et monsieur le maire, vous en avez reparlé quand vous avez dit les grands du gouvernement font telle chose, qui font que ça s'aggrave. Et ça, on peut pas faire comme si ça n'existe pas parce que c'est en train d'exister. D'accord? Les personnes et impôts sont des plus riches, sont en train de faire de la planète un jouet complètement. Mais le problème, c'est que nous, en fait, on a les réponses de la Terre qui se réalisent au quotidien. Donc nous, dans cette part, si on se dit pas, ok, on anticipe, on pense différemment, on vit différemment, on se détache de tout ça et on vit différemment en tenant compte de ce qui est en train de s'aggraver, de ce qui est en train de se passer et de ce qui est en train de s'aggraver, c'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est absolument ce que des personnes font déjà. Soit des personnes qui plantent chez elles, soit des personnes surtout du milieu associatif, on trouve beaucoup d'initiatives de partage, de solidarité, etc. et de mise en place en fait pour cultiver autrement, pour faire de l'agroécologie, pour faire de la redistribution, soit des initiatives coup de main, soit des gens qui redistribuent spontanément. Moi j'ai trop de mangue, là je t'en donne le troc, on savait faire ça, il y a plein de choses qui sont de bon sens, exactement. Et qui existait chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'on s'est fait revenir. 2009, on a su faire revenir tout ça. Quand tous les hyper étaient fermés, je veux dire, personne n'a été en manque de quelque chose. Parce que tout ça, t'es bon, voilà, on a pu remettre ça. Covid, pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas ça? Pourquoi est-ce qu'on continue? Enfin, il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre. Maintenant, là où il faut se pencher sur ça, c'est aider ceux qui sont en train de faire. Donc, leur donner de l'argent.
C'est les aider, c'est leur donner de l'argent et leur donner des moyens. C'est pas seulement leur donner de l'argent, leur donner du temps. C'est-à-dire que vous, si vous travaillez par exemple en entreprise, si vous avez à côté de vous quelqu'un qui produit, vous pouvez aller lui dire de temps en temps, mais là je te donne un coup de main. Pas je te donne un coup de main et j'attends de l'argent, je te donne un coup de main. Ben, peut-être qu'il va vous donner de la nourriture en échange. Et c'est comme ça en fait qu'on a toujours fait d'ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut remettre. Donc c'est des choses simples comme ça, mais aussi c'est des grandes décisions. C'est des décisions, à un moment donné, je ne sais pas si nous, on saurait les prendre. La décision de ne plus faire rentrer de plastique, par exemple, dans l'île, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre. La décision, à un moment donné, de ne plus accepter d'énormes bateaux de croisière. La décision d'aller, en fait, faire... Mais tout ça, ça demande beaucoup de pédagogie. Beaucoup derrière d'argent, encore une fois, investi, parce que ça ne se fait pas, les choses ne se font jamais comme ça en claquant des doigts. Il y a aucune, par rapport à ce qui est en train de se passer et à l'enjeu, aux énormes enjeux qui sont face à nous, il n'y a pas de réponse qui claque des doigts et puis c'est ça qu'il faut faire. Comment tu fais pas ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Non, il n'y a pas ça. D'accord? On fait tous des choses qui vont bien et on fait tous des choses qui vont pas. Et ça aussi, il faut une introspection en soi-même et en les autres, et puis s'entraîner vers autre chose de meilleur. Ça fait du bien à la santé aussi. D'accord. Alors, il y a un mot que vous avez employé, l'argent. L'argent est au centre de toutes les choses, hein, petites, moyennes, grandes, monsieur le maire. Hein. En temps longtemps, quand on dit c'est comme un coup de main. En temps longtemps, on était assemblé dans les quartiers, et pourtant, il y a dans des communes où vous passez, vous traversez, c'est propre. Si les quartiers propres comme ça, c'est parce que c'est habitant quartier aussi, pas qu'à attendre dans les mers pour nettoyer les quartiers. Il y a un pilote. C'est aussi simple que ça. mais c'est aussi simple que ça, monsieur le maire. Pas que. Il y a beaucoup de quartiers marins, les habitants ont pris conscience. C'est très bien. Il faut qu'ils aident. Je vois à Montgomier, ils font des coups de main. À Mont-Sulpice, ils font des coups de main. C'est super. Cap, ils font des coups de main. Mais c'est très bien. Parce qu'ils ont pris conscience que on va pas y arriver tout seul, même si on trouve des solutions. Tu n'es quand même pas jaloux que je plaide pour qu'il y ait un pilote. Ah non, pas du tout. Au contraire. Pour ma ville à moi, c'est plus aussi. Là, je vais traverser les quartiers de Saint-Luc, je dit l'Épinay et tout, la propre. Oui. La propre, mais c'est formidable de voir des quartiers, les arbres sont taillés, zèbres coupés, c'est certainement pas la commune, c'est plus qui a fait tout ça bagaille, c'est mon nom. Il me revient un slogan que la Poste avait il y a une 50aine d'années ou 40aine d'années, qui disait, ne pas salir, c'est bien. Mais garder propre, c'est encore mieux. Mais bien sûr. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut faire ça. Mais bien sûr. Mais l'argent, c'est le budget. L'argent, c'est le budget. C'est le budget qu'on met. Alors, il faut, vous savez, les comités citoyens en même temps derrière, hein, c'est-à-dire qu'on regarde les impôts, hein, donc on sait qu'il y a quelques personnes qui sont toujours prêtes à faire monter les impôts. D'ailleurs, j'ai écouté une émission où les intervenants, c'était des chroniqueurs, disaient que pour pouvoir, on parlait des audios, pour pouvoir faire en sorte que cette résilience existe, il faut faire monter les impôts. Là, j'ai pas compris. Alors, je vais poser la question aux personnes intéressées, c'était sur KMT, donc j'ai pas compris le sens de comment la résilience va s'installer si on vient faire monter les impôts. Bon, on risque d'avoir des émeutes encore. Ouais, c'est clair, c'est clair. Monsieur le maire, vous avez l'intention d'augmenter les impôts chez vous? Justement. Est-ce qu'à l'horizon, vous vous dites, ça, je serai obligé? Non, pas aux marins. Tout ce qu'on peut faire aux marins, c'est baisser les impôts. Ils sont trop hauts. Et je n'ai pas cesse de dire, même quand j'étais candidat, on ne peut pas payer tout ça d'impôts avec peu de choses en face. Je suis désolé, tout le monde prend pour son grade, c'est une vérité. Aujourd'hui, les citoyens ne sont pas des vaches à laine non plus. Ils ne peuvent pas être là que pour payer des impôts. Donc il faut leur donner des choses avec ceux qui payent. Et aujourd'hui, même s'ils paient des impôts, quand les impôts sont trop lourds, il faut les baisser. Donc le marin va entrer dans une phase de décrue d'impôts. C'est ce que je propose. Mais il faut, de manière beaucoup plus en macro, changer le modèle. Le modèle économique, il faut le changer en profondeur, mais le modèle comportemental aussi. Et c'est une responsabilité collective, il ne faut pas l'oublier. Nous, tout en didaigne. Elle a fait le schéma du triangle, tout en didaigne. Et chacun doit apporter sa contribution, et encore mieux, si on arrive au consensus, ce serait le nec plus ultra.
Aujourd'hui, si on ne change pas le modèle économique, ça va pas le faire. On va avoir des désordres dans le pays. Je parle de la Martinique. Mais si on ne change pas le modèle de comportement, notre façon de consommer, il faut changer notre façon de consommer. Et puis, j'essaie, c'est un petit peu ce que j'ai lancé l'idée, d'accompagner, elle a dit, les jardins créoles, accompagner les gens, même s'ils ne savent pas refaire, trouver des agriculteurs ou des gens compétents qui peuvent accompagner à régénérer les jardins créoles. Pour ceux qui habitent en cité, je suis en train de mettre un terrain à disposition pour faire un jardin partagé pour que la possibilité donner aux gens de venir cultiver un petit quelque chose. Si on change pas ce modèle-là, si dans notre plat, on passe pas de 90% à peut-être à 40% de ce qu'on a dans le pays pour manger, on va trouver que ça va exploser et on va pas trouver de paix entre nous. Et il faut, je l'ai dit dans notre radio, il faut que ceux qui existent, ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont de l'argent, laissez vivre un petit peu ceux qui n'ont pas beaucoup. J'ai ma petite entreprise, ne m'achète pas. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre avec mes 1000 euros, ça, c'est pas grave. On a l'impression que quelqu'un gagne 500 euros par mois, et ça peut être une entreprise, il est peut-être malheureux, mais il est tellement heureux d'avoir son petit truc à lui. Mais pas acheter, qui tant il part de marché, c'est ce que je répète un peu partout. Il faut que ce modèle-là, on l'intègre dans le comportement économique. Et puis aujourd'hui, toute économie ne peut pas fonctionner. Non seulement il faut un développement durable, mais il faut que ce soit solidaire. Parce que pourquoi solidaire? Il n'y a pas de loi. La loi, c'est nous. Il n'y a pas de loi qui empêche à quelqu'un de vendre cher. Il n'y a pas de loi qui empêche à quelqu'un d'avoir des monopoles. Mais si on est solidaire entre nous, c'est ça. Le mot solidaire, il est capital derrière ce développement durable. C'est un petit peu ma position. Laurent, un commentaire après les propos de M. le maire. Non, pas de commentaire, parce que je rejoins un petit peu ce qu'il dit. Bien dans ton micro, hein, Laurent. Oui, je rejoins un petit peu ce qu'il dit. Quand je dis un petit peu, c'est parce que effectivement, il faut axer sur le développement. Nous sommes tous d'accord là-dessus, et on voit que le phénomène et les problèmes de la vie chère découlent de cela. C'est-à-dire que le modèle, le système, il n'est pas bon. Il est viable pour ceux qui en profitent, mais pour la majorité, pour le peuple, pour la population, il n'est pas bon. Ce système, il doit disparaître. Il va disparaître que si et seulement si nous sommes tous capables de faire corps pour justement mettre en place quelque chose de plus, disons, concret. Quelque chose qui, effectivement, soit au service des Martiniquais. Moi, je le dis comme je le pense. On a effectivement, avec nous, un camarade qui d'ailleurs est aussi à la CTM, qui porte un projet. Pour ne pas le nommer, c'est Nicaise Monrose. Il pose un projet qui est, à mon sens et à notre sens, qui est bon, qui est viable. Mais il faut voir la difficulté qui se présente, ne serait-ce que pour simplement mener on va dire la campagne de sensibilisation sur le sujet en question. Alors, de quel projet il s'agit, Laurent? Alors, il s'agit d'une nouvelle stratégie de développement économique pour le pays. Une nouvelle stratégie de développement qui englobe tout le monde. Qui va au-delà de ce qui se fait d'ailleurs en ce moment. Alors, les derniers temps, on a beaucoup parlé du POSEI, on a beaucoup parlé des oligopoles qui dominent. Donc, mais là, il s'agit de développement, en particulier sur l'agriculture, c'est-à-dire faire un petit peu englober tout ce qui vient de se dire à l'instant autour de la table. Mais je veux quand même dire une dernière chose à ce sujet. On ne pourra sauver la planète que si, là aussi, on arrive à faire en sorte que l'argent soit au service du plus grand nombre et non au service d'une petite quantité de personnes. Il y a 20% de personnes sur cette planète qui dominent les 80 autres pourcents et qui fait qu'on est dans cette situation. Si l'argent était qu'à aller exactement là puis était allé, il me semble qu'il y a certaines choses qu'on pourrait en tout cas améliorer ou éviter, à mon avis. Et ici, on a cette possibilité peut-être de le faire, parce que nous sommes entre Martiniquais. Nous ne sommes pas sur des continents où il y a des interactions qui se passent entre les différents États. Bon,
C'est sûr que nous sommes emprisonnés dans un état, dans un système qui fait que... Mais nous pouvons, à mon avis, à mon humble avis, et monsieur le maire a dit quelque chose au départ, il faut que nos élus se mettent à travailler. Mais pourquoi ne pas décréter un moratoire sur les idéologies? Je dis ça, je dis pas plus. Moi, je voudrais rebondir sur plusieurs choses. Alors, quand tu dis il y a 20% de personnes qui dominent 80%, ça m'interpelle. Tout à l'heure, j'ai dit 1% et 1%, on est très peu à en faire partie en Martinique. Par contre, effectivement, sur les 20%, on en fait quasiment tous partie en Martinique. Hein. Ça, il faut bien, en question hauteur et revenus financiers. Il faut bien se rappeler ça des niveaux planétaires. Il y a beaucoup de gens sur la planète qui vivent avec moins de 1 euro par mois. Hein. Donc voilà, je voulais bien redire ça. La deuxième chose, c'est que je trouve que ce que vous avez dit, je suis parfaitement en phase. Alors, une remarque tout à fait personnelle. Je suis étonnée des fois d'être aussi en phase avec ce que vous dites. Je ne pensais pas. Mais en fait, le dernier rapport de l'IPBES. Donc l'IPBES, c'est l'Institut de la biodiversité dans le monde. L'institut scientifique qui surveille le vivant. Le vivant et un peu le climat. Et le GIEC, G-I-E-C, c'est l'institut, lui, qui surveille plutôt le climat. D'accord ? Et le dernier rapport, donc en date de l'IPBES, qui date de fin décembre, tout récent, il dit exactement ce qui vient d'être dit là. C'est-à-dire que, alors il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on ne doit pas avoir une vue seulement sur une chose. C'est-à-dire que si on se focalise sur le climat, ça va pas aller. Si on se focalise que sur l'emploi, par exemple, ça va pas aller. Si on se focalise que sur l'économie, ça n'ira pas. Il y a plusieurs crises qui sont en train de se dérouler en même temps. Et si on ne les regarde pas ensemble, ça n'ira pas. Alors, notamment dans le regarder ensemble, il souligne 5 grands éléments. Le premier, enfin, il y a pas d'ordre. Dans les 5, il y a le changement climatique, il y a l'eau, il y a la santé, il y a le vivant et il y a l'alimentation. Ces 5 choses-là doivent être pensées absolument ensemble. D'accord ? Absolument ensemble. Et donc, quand vous dites on doit ramener 40% de local, au moins 40% de local dans notre assiette, alors, premièrement, c'est tout à fait possible. Je pense que moi, en quelques années, je suis arrivée à ramener 85% de ce que je mange est local. Et local, et non seulement local, mais bio et agro, vous savez, ceux qui cultivent en bio, mais aussi qui cultivent avec les éléments. C'est vraiment, on pourrait dire, ah non, mais ça coûte trop cher. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses. Premièrement, je mets plus mes pieds dans un hyper. Donc, toutes les dépenses qu'on fait dans un hyper, je ne les fais pas. D'accord? La deuxième chose, c'est que j'ai 0 gaspillage alimentaire. Je cuisine absolument tout ce que je prends et sinon ça retourne aux animaux et au terrain. Voilà, c'est vraiment un ensemble et donc j'ai affaissé mais énormément les dépenses en faisant comme ça. Parce que j'ai une alimentation aussi qui est beaucoup plus végétale que animale, d'accord? Donc j'ai aussi passé le switch de dire je mange beaucoup plus végétal et très très peu animal. Quand je vais manger animal, ça va être quelqu'un que je connais qui tue un cochon. Mais tout le monde n'est pas de cette dynamique-là, c'est ça le truc. C'est très personnel ce que vous dites. C'est pour ça que j'ai bien dit, je dis mon expérience, d'accord? Mon expérience, c'est qu'on peut arriver à switcher. Maintenant, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut en avoir la volonté, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi avoir la volonté d'arrêter certains produits. D'arrêter certains produits comme les sodas sucrés, comme tout ce qui est produit ultra transformé. Mais en fin de compte, tout ce qui est produit ultra transformé, comment ça nous rend? Malade. Ok. Et comment ça rend nos enfants? Malades. Et nos enfants, on leur donne ça depuis qu'ils sont tout petit. Parce que j'entends, moi, souvent, des gens de notre génération qui disent « Non, mais moi, ça me fait rien du tout. Je peux manger, boire du soda, je peux manger machin. De toute façon, après, je grossis pas, je fais du sport. » Ok. Parce que les 30 premières ou les 20 premières années de ta vie, tu as été nourri sainement. Là, l'enfant, tu es juste en train de lui donner ça, en plus de toute la malbouffe et toute la nourriture agro-industrielle qu'il ingère déjà au quotidien. En plus de tout cet air qu'il respire, qui est déjà pollué. En plus de toute cette eau qu'il boit, qui est déjà souillée. Donc en fait,
c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui fait que, eh bien, notre corps devient de moins en moins résistant. Donc, se retourner vers le local et se retourner vers les gens qui cultivent de plus en plus en respect avec la terre, en respect avec le vivant, parce que de toute façon, quand ils cultivent comme ça, eh bien, au bout d'un moment, la production elle devient plus forte. Et eux dépensent moins d'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent, les engrais, les pesticides, des trucs comme ça, les tracteurs derrière. Non, l'agriculteur, il entre dans un engrenage, et un engrenage piégeux, parce qu'au bout d'un moment, il s'endette, et les subventions sont très difficiles, elles sont très attirées par, prises par les gros, mais très difficiles aussi à avoir par les petits, même si c'est possible qu'ils en aient, mais derrière c'est difficile, c'est des lourdeurs administratives qui sont complexes quand l'agriculteur est tout seul à tout faire aussi. Donc voilà, c'est aussi se dire que on peut faire autrement. Et on peut aussi, nous, et peut-être vous avez aussi une responsabilité de ça, les médias, mettre en avant, de l'agriculture, expliquer pourquoi certains produits locaux ont augmenté. Par exemple, j'achète un igname, il est peut-être plus cher qu'il y a 2 ans. Mais s'il est plus cher qu'il y a 2 ans, il y a des raisons pour ça. C'est que l'agriculteur, il a mis peut-être 3 mois de plus à le sortir, et que sa récolte qu'il a sortie, quand il a fouillé tous ses ignames, c'est pas tous les ignames qui ont été bons à vendre. Parce que toutes les difficultés derrière qui se sont accumulées en termes de climat, le vivant, lui, les a pris en plein. Mais tout ce que vous dites, c'est très bien. Si tout le monde pouvait faire comme vous, ça serait sympa pour la planète. Mais tout le monde n'a pas les capacités financières de pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'il faut du troc. On me dit que la santé n'a pas de prix. Je suis d'accord. La santé n'a pas de prix, mais tout le monde ne peut pas tenir un tel discours. Alors, c'est vrai que c'est un discours où il faut voir de moyen terme et de long terme. C'est-à-dire qu'au final, les dépenses chez le médecin sont moindres, etc. Mais ce qui est au cœur, et je pense que ce que vous avez dit, c'est vraiment ce qui est au cœur. Le partage et la solidarité. C'est-à-dire que si tu cultives, si tu as du fruit à pain chez toi, donne autour de toi. Et apprenons à manger le fruit à pain quand c'est la saison du fruit à pain. Si on mange du fruit à pain 3 fois, 4 fois dans la semaine, et alors Ou du fruit à pain et mango. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mango. Mais Jocelyne, ce que Martine non, c'est pas fait, ce qu'elle dit. Ce que Martine dit, c'est un appel. Oui, tout à fait. Entre 40 et 85, il y a de la marge. Oui, bien sûr. Il y a de la marge. Ma personne, ça fait 15 ans, je bois que de l'eau. Ouais, c'est ça. Je bois rien d'autre. Avant, moi, bois soda, Attila, Ego, toute qualité modèle J. C'est une décision que vous avez prise. Oui, mais c'est qu'elle dit, chacun doit faire ce parcours-là sa décision de faire, de ne pas faire. Et financièrement, vous regardez comment ça se traduit? Mais financièrement, ça traduit pour moi énormément. Je bois pas d'alcool. Donc, moi, pas qu'à acheter pièce d'alcool. C'est ça. Non, mais, quelqu'un me dit, mais local acheter manger ou pas acheter alcool. Donc, ça réduit énormément mes dépenses. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais l'alcool, c'est autre chose, mais boire de l'eau, c'est mieux que de boire du jus, du coca, du soda, etc. Mais cette chose-là, c'est pour nous. En fait, quand on a l'impression que sous cette terre, nous sommes contre nous-mêmes. C'est extraordinaire. Mais ce que nous faisons pour nous, il n'est pas sûr que nous puissions donner une idée aux voisins et qu'ils suivent lui. Mazal qu'a fait la veille. C'est bon. Même pas obligé de suivre Mazal, monsieur le maire. On nous dit beaucoup de choses. C'est juste si je fais un jeûne intermittent. Moi, j'en fais pas jour, mon bas mort. Oui, c'est où? Non, mais je dis, non, l'homme est résistant. On peut l'étaler. Moi, fini faire une grosse compétition sans entraînement, chez marin, 5 heures de navigation à toute force. Et pourtant, on va, mon bas mort. Et c'est pas parce que nous mangeons plus, donc, il faut manger bien. Mais pas plus. Mais je dis que chacun doit prendre, il faut tenir ce discours-là. Même pour moi, il faut me le répéter tous les jours. C'est pas bon, ça va manger là. C'est pas bon. Il faut me le répéter. On m'a dit, c'est la théorie de la répétition qui amène des résultats. Absolument. Et ça, je suis prêt à le prendre. Il faut au moins 22 jours, je crois, il me semble. Si je vous dis aujourd'hui, et pour moi, en coca, il y a un goût loc. Vous savez, un loc, c'est ça. C'est vrai. Maman, nous t'es capable. Voilà, rentrée scolaire. Si moi goûte un coca pour moi, c'est considéré, c'est indigeste. Donc, ça veut dire que le goût aussi, c'est le cerveau qui fait un travail conséquent surtout. Oui, et l'inspiration. L'inspiration. Et le troc, oui, j'y crois. Trop fou qu'à gâter actuellement. Oui, j'y crois. Et non, mais ça fait partie du lot. Parce qu'aujourd'hui, si on y partageait, bali, pour pas les partager, ils sont aussi, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est important de faire ça parce que si nous regardons
tonnes de fruits qui a pourri en bas de pied bois. Ah ouais, ça te fait le cœur. Laurent. Oui, moi, je dois être à 65%. Oui, parce que ni de l'eau, ni coke, ni coca et alcool et compagnie, non, ça c'est pas. Ou lever la pied, ou bien que ça. Non, moi toujours comme ça. Moi toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est surtout en coca bocaille moi, c'est parce que peut-être t'es un petit fait et puis chemin. Et puis maintenant coca parce qu'il a reçu les autres camarades dit moi peut prendre un petit quoi là. Il dit non mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas dans mon alimentation. Tout à fait. Oui, ces décisions là sont individuelles, c'est ce que je dis. Elles sont aussi inspirantes, c'est-à-dire vous êtes invité chez quelqu'un au lieu d'emmener un soda qui va vous faire aller dans un hypermarché, dépenser de l'argent. Vous pouvez prendre un citron, une orange, la presser et faire une orangeade. Une citronnade. Avant, tout le monde était en citronnade. Non, mais c'est vrai, ça. À présent, monsieur Lima, et vous n'avez même pas besoin de citron, vous pouvez faire avec les feuilles. Attends, Martine, à présent, c'est champagne Beaubatin, monsieur Lima. Les marinois vont remarquer, mon bagaba alcool en pièce faite moins. Souvent, c'est de l'eau là-bas. Ou bien ça jazz ou quoi faire, monsieur? Non, c'est pas jazz. De toute façon, pour faire moi acheter l'alcool, demande de ses collègues là. Mon Dieu, il faut me prier. Mais je ne vois pas le plus que ça apporte. C'est surtout ça. C'est lui, mais qu'à faire celle pas, mais il doit faire un gros assiette, moi. Non. Alors, je fais tous les repas. Non, mais tu sais quelque chose, moi, qu'à faire celle pas, mais il y a bagay qui a fait moins pour volume, c'est quoi que le stress. Ah ben oui, tout le monde. Car on peut faire 0 repas sur l'eau, parce qu'on combien après. On va gros sur le stress. Un grand mot de notre société actuellement. Et d'ailleurs, vous avez entamé l'émission en disant un truc qui est hyper important. La manière dont notre société gère le temps. Et le temps long. Du moment qu'on arrive sur un temps long, du moment qu'on est un temps court, on n'est pas sur un temps de la nature, mais on n'est pas sur un temps de l'humain non plus, hein. Quand on parlait du système, parce que une prise de conscience, ça arrive. Absolument. Et quand ça arrive, et puis nous sommes là, pourquoi? Nous sommes des indicateurs, nous sommes des référents. Si on peut dire aux gens notre vécu et le résultat que nous avons, même si on va dire, c'est yo, maman poche point là-bas, moi tout là, ça c'est yo. Mais nous disons, on a bien-être quand même dans tout ça. Je veux quand même dire quelque chose. Il y a un début dans l'éducation à faire à ce sujet, parce que je ne critique pas les parents quand je dis ça. Je dis simplement que le parent qui envoie son enfant le matin à l'école avec un petit soda, avec ou ces petites bouteilles là, mais ça, il faut pas faire ça. Mais parents qui a fait ça, il paie, Laurent. C'est pas d'où il a fait ça, il paie. Ça, il paie. Mais ça, je dis que dans la démarche éducative, il faut essayer à commencer par là. C'est-à-dire que moi, là, faut pas que nous disions ça non plus trop souvent, dit entends-nous. Puisqu'on est dans le temps d'aujourd'hui, on a les offres qu'on a un peu partout. Absolument. Sur Trop-Marin, publicité capilulée. À gauche et à droite, donc on a des choses qui c'est alléchant, quand les jeunes y vont dans ces trucs-là, c'est très alléchant. Et puis ça a un goût que... Laisse-moi te dire quelque chose. Quand on a ouvert McDonald's au Marin, je ne peux pas peur de dire ça parce que j'ai subi. C'est vrai que en même temps que la loi Malbouffe passait, la loi contre la Malbouffe passait, je ne comprenais pas comment on ouvre McDonald's dans la porte d'un lycée. Dans la porte d'un lycée. Et j'ai fait des interpellations par rapport à mes amis écologistes, pas citer non yo, aussi pour dire mais comment est-ce possible? Et l'État me répond à ce moment-là, l'État, le maire, même les écologistes me répondent, le lycée à 150 mètres. Non, le lycée, là, on dépose les enfants. Exactement. La porte du lycée à 150 mètres, c'est la loi, mais les enfants sont à 30 mètres. On a vu le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on ouvre le McDonald's, il a été tagué. Et j'étais arrêté. Ah bon? Oui, j'étais arrêté. Je dis c'est où? Non, parce que j'ai fait une campagne, vraiment, pas contre McDonald's, je m'en fous. Ton unité économique, pose là où tu veux. Je suis pas contre les gens qui font leurs affaires. Mais je ne comprenais pas pourquoi un McDonald's s'est ouvert à la porte d'un lycée. Eh ben, je tagué McDonald's là, après, c'est moi, parce que j'ai dénoncé avec force ça. Donc ça veut dire, aujourd'hui, à ce moment-là, il y a des enfants, des parents qui me disaient, pour une fois, on va bien manger.
Pour une fois qu'on va bien manger, qu'est-ce que tu viens nous emmerder? Parce que McDo, on a entré ça dans notre cerveau, c'est du bien manger. Mais tout ceci, c'est un travail profond à faire. C'est pour ça que on doit entendre d'autres discours. On doit entendre d'autres discours. Tout à fait. Il faut commencer par là. Bah écoutez, nous on va finir là. Oui. On va finir. Je veux donner deux petites rapidement. Oui, rapidement, Laurent. D'abord dire que notre siège est ça va très bien, ça avance, donc c'est en cours, hein, on espère aménager peut-être fin mars. À Sainte-Luce? Non, à Rivière-Pilote. Non, commune à Rivière-Pilote. C'est bien, oui. Et ensuite, annoncer déjà notre prochaine assemblée générale, le 27 avril, qui se tiendra où? À Rivière-Pilote. Oui, nous saluons le maire de Rivière-Pilote, François Brunel. Merci, oui. Et puis, dire encore... Jean-François. Oui, Jean-François. Oui. Et dire aussi que je salue aussi, hein, c'est mon maire. Bon. Oui. Et nous avons en ce moment... Rapidement, Laurent. Deux mots. Rapidement, nous avons en ce moment... Restez à l'écoute parce qu'on va vous donner des informations certainement très très bientôt concernant la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Très bien. Potable. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On finit avec une bonne nouvelle. Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous. Heureusement qu'il le prend la fin. Merci, c'est fini, monsieur le maire. Merci Martine. Merci on garde le contact. On garde le contact. Et nous, juste une chose, on agit avec la fresque du climat. On peut aider, elle sensibilise à tous ces éléments. Très bien. Bientôt, on organise la déclic matinique le 5 avril. À l'écolieu de Tivoli. Vous allez revenir pour nous en parler. Super. La partie technique est assurée par Fred Bullet. Jocelyne Amboise de l'Archer sur Radioactif Martinique. Au plaisir de vous retrouver avec nos mêmes invités. À bientôt. Vous voulez vous faire connaître et présenter vos idées, vos projets et tout autre sujet. Et si on en parlait, le rendez-vous du samedi de 9h à 10h30 sur Radioactif Martinique et Média Tropique FM Guyane. Et si on en parlait, prenez rendez-vous au 05 96 74 87 66 ou par mail radio.actifcommunication@gmail.com. Et si on en parlait, sur une idée de Jocelyne Amboise Larcher. Soyez à l'écoute.